Tapete Complexo do Salgueiro, Fazenda dos Mineiros, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Le tracé bleu ici, c'est là où la voiture de Google Earth peut circuler. On va ici, regarde. Toute cette petite zone qui n'est pas en bleu, Google Earth n'y est pas allé. Nous sommes au bord de la baie de Guanabara. Et ici, vous allez voir une jetée. Vous voyez cette jetée en béton ici? Baie de Guanabara. La baie est l'endroit où entre le plus d'armes et de drogue dans notre pays. Rio de Janeiro, ancienne capitale fédérale, a été la capitale de notre pays pendant 200 ans. Le député fédéral Luiz Lima, de Rio de Janeiro, a fait une dénonciation qui a profondément ébranlé la structure de la défense nationale. Selon les données présentées, des factions criminelles expulsent les militaires de leurs propres casernes, imposant des restrictions absurdes, comme l'interdiction de circuler en uniforme dans certaines zones. Je n'ai pas trouvé de document, mais voici ce qui est dit. Dans les unités militaires de l'Avenida Brasil, la sécurité est une vraie préoccupation. Après de graves incidents, dont la mort d'un officier de la marine touché par une balle perdue près de l'hôpital naval Marcílio Dias, l'institution a renforcé ses protocoles de sécurité pour les militaires et les installations. Nos militaires ne peuvent pas se déplacer en uniforme militaire sur l'Avenida Brasil à Rio de Janeiro. Cette réalité met en évidence la perte d'autorité de l'État et la vulnérabilité des forces armées face à la progression du crime organisé. Le fait que des militaires, qui devraient représenter la souveraineté nationale, soient obligés de se cacher montre le niveau alarmant de la crise de la sécurité publique. De plus, le député a révélé que des criminels utilisent une jetée improvisée pour recevoir des armes et de la drogue par la mer, à quelques kilomètres du siège du gouvernement de l'État et de plusieurs unités militaires. Cette proximité géographique entre le pouvoir officiel et le pouvoir parallèle est le reflet de l'audace des factions, qui opèrent pratiquement sous les yeux des autorités. L'absence d'une réponse ferme démontre la fragilité des institutions et le manque de contrôle sur le territoire national. Si ce n'est pas une atteinte à la souveraineté, que faut-il de plus pour que le Brésil se réveille? Soyez les bienvenus sur Vida no Quartel. La marine a monté une opération militaire d'envergure dans la région autour de l'hôpital naval, à Rio, où une officière est morte, touchée par une balle perdue. 8 véhicules blindés circulent à des points stratégiques. 250 fusiliers marins renforcent la sécurité. Après la mort de la contre-amiral Gisèle Mendes, médecin de la marine, touché par des tirs de trafiquants à l'intérieur de l'hôpital militaire Marcílio Dias, la marine brésilienne elle-même a reconnu le danger auquel sont confrontés ses membres et a établi des protocoles de sécurité spécifiques. Cette mesure, bien que nécessaire, met en évidence que même les zones militaires sont sous la menace du crime organisé, ce qui est impensable dans un pays qui se dit souverain. Les fusiliers marins, face à ce scénario chaotique, discutent déjà dans des forums internes la possibilité de transférer l'unité située au bord de l'Avenida Brasil à Rio vers un autre endroit. La peur d'être pris pour cible à l'intérieur même de leur propre caserne a poussé de nombreux militaires à demander leur transfert. Cette situation est un signe clair que les factions ne défient pas seulement l'État, mais l'obligent déjà à reculer, le forçant à céder de l'espace et du territoire. Le Brésil a la vocation d'exercer cette souveraineté sur la mer. Il possède tous les éléments nécessaires. Une vaste zone sous juridiction brésilienne, un littoral découpé, des ports de grande profondeur ouvrant l'accès au commerce mondial. Mais malheureusement, la mentalité maritime reste encore timide et en particulier, une conscience de défense plus mûre fait défaut. Mais malheureusement, Vous allez maintenant découvrir comment ces groupes opèrent au Brésil et dans le monde, et quelles sont les organisations les plus puissantes et violentes. Les bandes criminelles se manifestent de différentes manières et à travers diverses activités
allant des formes traditionnelles jusqu'aux réseaux criminels transnationaux. Ce que nous voyions auparavant uniquement à Rio de Janeiro est aujourd'hui devenu courant dans plusieurs États du pays, révélant l'expansion incontrôlée de la criminalité. Des factions ont commencé à prendre des maisons, à imposer des couvre-feux et à dominer de vastes zones, créant de véritables enclaves où le pouvoir public est pratiquement inexistant. Vous souhaitez comprendre le contrôle territorial? Regardez ces images de Bahia. En plein jour, lors des funérailles d'un trafiquant mineur du commando Vermelho, une faction rivale attaque le cimetière et mitraille le cercueil, provoquant une panique générale dans la ville. Cette réalité s'aggrave encore par le fait que beaucoup de ces régions abritent des unités militaires qui devraient en symboliser la souveraineté nationale, mais qui se retrouvent encerclées et sous pression face à l'avancée du crime. Ce qui auparavant semblait être un problème localisé est désormais le reflet national de l'insécurité et de la fragilité institutionnelle, montrant que l'État a perdu le contrôle sur des parties significatives de son propre territoire. Si ce n'est pas une violation de la souveraineté nationale, difficile d'imaginer ce que ce serait. L'insistance à affirmer que la souveraineté ne peut être violée que par des attaques extérieures est une fausseté qui ignore la réalité. Le Brésil est en train de se transformer en un narco-État, où des factions armées dictent les règles et empiètent sur des institutions qui devraient être inébranlables. Ce qui a ruiné la politique brésilienne pendant cette période de redémocratisation, c'est la cupidité des politiciens. Ce qui anime le côté sombre du Brésil, c'est la cupidité. La société a atteint sa limite, la capacité de tolérance de la société est épuisée. Cette corrosion interne est aussi grave que n'importe quelle menace étrangère. Les États-Unis ont déjà offert leur aide à plusieurs reprises, y compris récemment, par le biais du programme Bouclier des Amériques. Cependant, le gouvernement brésilien actuel reste inerte face à une situation scandaleuse qui touche non seulement la population civile, mais aussi les militaires eux-mêmes. Le refus d'accepter la coopération internationale démontre une position politique qui place l'idéologie partisane au-dessus du bien-être de la population brésilienne. Le commandement sud des États-Unis possède des capacités stratégiques lui permettant de coopérer directement avec le Brésil dans la lutte contre le crime organisé. Avec une technologie de surveillance avancée, une logistique de combat et une expérience des opérations conjointes, le commandement sud serait capable de soutenir les forces nationales dans les zones critiques, en offrant du renseignement et un soutien opérationnel pour contenir l'avancée des factions. De plus, des agences de renseignement internationales pourraient en fournir des informations cruciales sur le trafic d'armes et de drogue en retraçant les itinéraires et en identifiant les connexions mondiales des factions brésiliennes. Même le président du Salvador, Nayib Bukele, a déjà proposé le CECOT, la plus grande prison de haute sécurité d'Amérique latine, pour accueillir des criminels dangereux du Brésil. Cette coopération internationale montre qu'il existe des alternatives viables, mais qu'il manque la volonté politique pour les mettre en œuvre. En plus de tout cela, la récente directive de la Cour des comptes de l'Union visant à réduire le pouvoir des commandants militaires dans les décisions concernant la défense nationale montre que les militaires perdent de l'influence à tous les niveaux. Que ce soit dans leur capacité à décider de la défense ou dans le fait d'être chassés de leur propre caserne par des criminels lourdement armés, cela prouve que l'institution militaire au Brésil est en train d'être affaiblie. Ce que l'on constate, c'est un État qui a échoué dans le passé et qui continue d'échouer aujourd'hui. Les autorités semblent ignorer la gravité de la situation, ou bien s'en désintéresser.
La progression des factions est rapide et constante, et l'inaction du gouvernement ne fait que renforcer le pouvoir parallèle. Chaque jour qui passe, le Brésil s'enfonce davantage dans un climat de chaos et d'insécurité. C'est pourquoi si demain nous nous réveillons avec la nouvelle qu'une caserne des forces armées a été envahie et dominée par des factions, ce ne sera pas une surprise mais bien la conséquence inévitable d'années de négligence et d'omission. Si l'APF veut renverser la République, elle le fera. Elle n'a pas besoin de la délation de Forcado. L'APF détient le pouvoir d'enquête. Si l'APF était totalement autonome pour enquêter sur le président de la République, elle le renverserait ainsi que le président de la Chambre. Mais elle ne le fait pas car ce n'est pas son rôle ni dans ses capacités. C'est le président qui choisit le directeur général de l'APF. Tu ne vas pas placer à un poste stratégique quelqu'un qui pourrait se retourner contre toi. Que ce soit à l'APF, la BAN, la PRF, la police pénitentiaire ou au fisc, c'est toujours ainsi. Mais la structure est faite pour ne pas fonctionner. Tous les postes stratégiques qui font tourner la machine, ils appartiennent à ces gars-là. Donc, mon frère, il n'y a pas besoin de la délation de Forcado. Le fisc, le POAF, la Banque centrale ignorent les mouvements d'argent et le patrimoine de ces messieurs. Ils ne savent pas que cela est incompatible avec leur poste. Si l'État était sérieux, il utiliserait l'ABIEN pour le renseignement d'État, l'APF pour le renseignement policier, lancerait l'enquête, saisirait le ministère public et agirait contre tous ces politiciens. Ici, dans Vida no Cartel, vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant, combattants! À la prochaine!